Bienvenue à la lutte WCW Nitro de la WCW. Ici Marc Blondin. Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Sam GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. World Class Badmouth Champion. Et comme dirait mon ancien partenaire, Pierre-Carl Ouellette. Non, c'est pas lui qui disait ça, c'était le célèbre Sly Sylvain Grenier. Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie. Mesdames, messieurs. Hey, partner, t'as l'air en grande forme. Ouais, ça va bien. La barbe qui prend sa place, là. La barbe, oui, vraiment ce matin. Soulagé surtout ce matin. Ah oui, pourquoi? Le Armand, le beau-père, s'est fait opérer hier. Oui, ça a bien été? Ouais, et il s'en est sorti. Écoute, il est comme un chat, lui. Il a 7 vies. Ouais, mais ça aurait pu être fatal hier. Fait que, écoute, on est content de l'entendre. On le salue, Armand. Il est sûrement à l'écoute. Je ne pense pas. Non? Non. Il est branché, mais c'est pas avec des affaires dans les oreilles, c'est dans le nez puis partout. Wow, quel beau lien, Marc. C'est le fun d'entendre. Ben oui, c'est sûr. Hey, Marc, sans plus tarder, à la demande générale, on ramène le segment le plus populaire du podcast. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Quel beau thème, incroyable. Je ne m'habitue pas à quel point c'est enregistré et c'est de la qualité, Marc. Alors, on y va en rafale. C'est la voix de Rocky Stone. Ben oui, on la reconnaît, c'est une voix là, incroyable. On l'adore. Marc, en rafale, parle-moi de ton entraînement. Vas-y. Ben, l'entraînement va bien. Je suis bloqué. J'ai écouté la semaine passée, j'étais à 12 livres. Là, j'étais à 14, mais je frôle le 219. J'ai hâte de casser la barre du 220. Mais ce matin, j'étais à 220, 0-0. Fait que je suis vraiment sur le bord. Après notre podcast ensemble, je vais encore une fois embarquer sur le tapis roulant. Je t'ai écouté la semaine passée quand tu me disais cours plus. Mais au lieu de courir plus, j'ai juste augmenté le niveau de difficulté. Alors, très bon, ça. Ouais. Fait que non, je suis content de ce côté-là, ça va bien. Je me sens en forme, puis tout est cool de ce côté-là. Mais il ne faut pas lâcher. Non, lâche pas, Marc. Je parlais avec un de mes amis de longue date, Sylvain Fortin, puis il me disait, toi, Marc, tu as toujours été en lutte contre le surplus de poids. Je disais, mais je dois avoir perdu 2000 tonnes dans ma vie pour en regagner 2005, tu sais. Hey, bon jeu de mots de Sylvain Fortin, mais on le salue, sûrement à l'écoute. Ben oui. Il m'a engagé pour aller animer à Québec le 2 octobre. Je vais aller animer là-bas. C'est un salon, une assemblée annuelle du RQRA. C'est tous ceux qui sont membres des résidences pour personnes âgées. C'est l'animateur parfait pour ça. Mais ce n'est pas des personnes âgées, c'est des propriétaires. Je savais que tu ne comprendrais pas.
Ben, Marc, écoute, t'es la future clientèle. Je t'engagerais moi aussi. Ben, moi, j'irais, je te dis, je vendrais tout, puis j'irais. C'est comme un hôtel. C'est super cool. Ce serait le fun de manger du mou à tous les matins. Hey, on On a, continue, Marc. hey, les restos, c'est débile mental. Je te T'es le pas dans dis, un là. resort dans le sud, là? Hey, écoute, je te dirais que c'est quasiment mieux. Où ce Ah qui est oui? Armand est au Boisé Notre-Dame à Laval, là. Nous autres, on va, mettons, souper avec lui dimanche, comme si on était dans un restaurant 5 étoiles. C'est Ah bon, ouais. c'est bon, c'est bon, Incroyable. c'est C'est fou. pour ça que tu vas voir ton beau-père souvent. Ben oui, parce que j'ai rien à jaser avec, là. Ben non, Ouais. c'est pas vrai. Il Ben est non, fin, écoute, Armand. il est même pas à l'écoute, c'est pas grave, là. Exact. Hey, parle-moi dans la Mais carte. Jazz, elle l'est, elle. Hey, Jazz, ton épouse, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Parle-moi À donc dans la, la carte, Marc, les fameux breaks, là. Ouais, à la carte, ça a bien été. Le dernier, on était inquiet. Écoute, c'était quand même 50 le paquet. Il y en avait 50 à vendre. J'ai adoré mon expérience au Gaspard, à Boucherville, dans ton coin. Oui. Une équipe très sympathique. Moi, j'avais une école cette journée-là que j'animais. Donc, je suis arrivé style à 4 heures l'après-midi. Puis je suis parti de là à 9 heures le soir. Fait que, tu sais, j'ai eu le temps de me faire des amis. J'imagine. Écoute, j'ai mangé des petits tacos à la morue et une salade aux 2 betteraves qui vaut le détour. Moi, Ah oui. je suis maniaque de betteraves, là, c'était vraiment bon. Et le break PSA, ça a été super le fun. Et ce qui était drôle et moins drôle, c'est que, on va en reparler plus tard, mais Jonathan Terrien, un nouveau partenaire avec toi et moi, Oui. était là, est venu voir pour qu'on discute et pour m'amener le fameux chandail. Et il a acheté un paquet à 50 et c'est lui qui il était dans les 12 finalistes pour gagner la table VIP ou des cartes gradées. Il était le Ouais. dernier à avoir la carte gradée. C'est lui qui a gagné la carte gradée de Ouais. Slavkowski. Et puis, c'est une carte qui aurait pu valoir 350 à 400 si elle avait été gradée 10. Mais nous, Elle on ne est le sait gradée 8. pas. Elle était gradée 8, exact. Eh oui. Fait que, mais que veux-tu? Il était content, puis c'était cool. On a eu un autre dimanche dernier, que c'est après-demain pour toi et moi, mais ceux qui l'écoutent, ça va être dimanche dernier au Ruby Foods, le Oui. 15, le 15. Et puis, il y en a plusieurs qui s'en viennent, c'est le fun. C'est le fun. Écoute, t'es rendu dans ce monde-là de la carte professionnelle. C'est le fun. C'est le fun de te voir aller, Marc. Ben, les gens aiment ça. En plus, je pose des questions que ceux qui ne connaissent pas ça poseraient. Fait que, Oui. parce que des fois, ils sont dans leur petit monde, là. Puis moi, j'aime dire Young Guns. Eh, bah, boy. Tu traduirais ça comment en français? Ah, ils les appellent les jeunes loups, je pense. Les Toi, cartes, là, les Young mais toi, Guns, là. t'appellerais pas ça jeune loup. Ben non, Si on avait ça à la télé, t'appellerais ça les jeunes fusils. les jeunes pow. Eh, bah, ben, on continue, Marc. Est-ce que j'ai vu ça passer là, sur un fil de nouvelles? Le gala Simmania à Sainte-Madeleine, c'est confirmé pour l'an prochain. Ben oui, c'était presque confirmé depuis peut-être 2 mois. Et j'ai reçu le courriel officiel de Marie-Hélène Demers, ton amie, la Ouais, mairesse. je l'attends, elle. Et puis, tout a été entérimé au conseil municipal et il reste que la date à choisir. La date logique serait le vendredi le 11 juillet, qui serait comme à peu près la même date, le même vendredi que l'été dernier. Cependant, j'ai arrêté en début de semaine voir le setup à l'entêté, le setup de rodéo. Parce qu'ils Oui. ont eu un rodéo, écoute, ils ont eu, je pense, c'est 15 000 personnes dans le Ah, j'ai week-end. vu notre ami Jeff Rassett s'est habillé en cow-boy avec son épouse, C'était. puis ils ont été. Écoute, moi, j'ai reçu des appels, Ansem, là, pour avoir des billets parce que, vu que je suis souvent là avec Simmania, les gens pensaient que j'avais des contacts. Et Mario Boyer m'a appelé pour avoir une Big loge Mario Boyer. avoir une loge à 3000. Puis écoute, j'en reviens pas comment c'est populaire. Tout ça pour te dire qu'ils ont un setup complètement débile. Et quand je suis allé porter les affiches de Simmania 7, je me suis assis avec Karine, la directrice générale, On la salue, elle est sûrement à l'écoute. et on a regardé la possibilité de faire un Simmania le dimanche du rodéo. Donc,
le rodéo est vendredi, samedi, et ils ont un chapiteau qui peut rentrer jusqu'à 1000 personnes. Wow! C'est sûr que où ils font le rodéo, là, il y a 6000 places. Là. On oublie ça, c'est Mania pas rendu là. Mais dans le chapiteau, un week-end de rodéo avec un Simmania thématique country serait vraiment, vraiment cool. Alors, comme de raison, c'est les mêmes personnes qui organisent ça que Saint-Tite. Donc, ils vont laisser les gens terminer Saint-Tite. Ben là, c'est fini au moment où les gens écoutent. Fait que je devrais avoir des nouvelles en novembre. Et par la suite, on va placer la date. Si on fait l'entêté durant l'été rodéo, on va juste repousser en août Sainte-Madeleine. C'est le fun. Wow, ça bouge, Simmania. Parlant de Simmania, 1er novembre prochain, microbrasserie l'entêté. Oui, la carte est complète. Là. Parlant de Simmania, ça ne me donne rien de vous donner la carte, là, vous pouvez la trouver. Mais hier, j'ai eu un lunch avec Marco Doucet, avec qui je vais travailler. Et on a commandé, j'ai commandé ma propre toile de ring parce que j'ai les côtés de ring, là, Simmania. Puis j'ai été déçu de la dernière toile qu'on avait. C'était pas à mon look, à mon goût. Donc, j'ai acheté ma propre toile de ring, 16 pieds, qui sera identifiée à Simmania. Et j'ai acheté aussi mon set de câbles. Alors, je vais avoir mes câbles jaune gold Simmania. Puis là, je suis en train de regarder avec nos chums de TNA pour avoir un prix où je peux me procurer à bon prix les coins de ring, les coussins. Fait que je vais avoir un habillage qui va être vraiment l'habillage Simmania. Ça, je suis content. Et Simmania 7, écoute, hier soir, j'écoutais hier soir pour toi et moi, c'était jeudi. Oui. J'écoutais le match de football de la NFL et en même temps que je travaillais. Écoute, il me reste 3 tables VIP. J'attends des confirmations. Je n'ai même pas relancé ma liste de stand-by. J'ai peut-être 10-12 entreprises ou des chums en stand-by que j'ai. Le fameux gars qu'on cherchait, l'as-tu trouvé, lui? Ben oui, son frère m'a communiqué. C'était Steve Labelle. Puis Michel, son frère, a acheté sa table VIP. Ah, ben, tout est bien qui finit bien. Écoute, honnêtement, je ne sais pas quand, mais là, j'ai vraiment le feeling qu'on va être sold out avant le 1er octobre. Wow! Incroyable! Tous, Marc, parce que le dernier sujet des nouvelles à Blondin, ça m'excite, je suis excité. TNA Wrestling, Bound for Glory, à Détroit, au mois d'octobre, et nous y serons sur place grâce à qui? À JMT Collection. Jonathan Terrien qui a vu passer notre pub. Puis même si c'est pas mon cousin, puis même, tu sais, lui, il a décidé d'embarquer. C'est bon, ça. Et c'est ça, il est venu me rencontrer avec son oncle, Michel Terrien. Ben, comme tu as dit sur la vidéo, c'est un homonyme, c'est pas le Michel Terrien. Marc, j'ai suivi tes affaires, voyons. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça que tu suivais, surtout la semaine passée. Mais écoute, super gentil. Ils veulent une association avec nous à long terme, autant avec Simmania et tout ça. Hier, il m'a confirmé qu'il sera à Simmania 7 avec... Il faut que j'aille voir là, avec des cadres à l'encan, tout ça. Fait qu'on va faire des choses intéressantes. Mais on commence avec un chandail autographié de Wi-Fi Arbor Jack Eye. Oui! Il est super beau. Je l'ai ici. Il est là, dans le sac. Et avec la preuve, là, il est authentifié. Oui, chandail authentique et authentifié. Et j'ai commencé, il y a Jocelyn Brun, là, que lui m'a acheté une participation, puis il l'a désacheté le lendemain, parce qu'il dit, je tripe plus sur la lutte que sur le hockey, fait que je ne le prendrai pas. Jocelyn. Et là, il s'est fait tatouer Simmania. Incroyable! Il m'a envoyé une photo, mais on ne peut pas lire. Mettons que le tatou n'est pas très beau. Il est supposé de le recommencer. Bon, t'es bien langue sale. Le gars se fait tatouer. C'est pas langue sale.
Ben oui, mais je le sais, mais c'est pas beau. Il sait que c'est pas beau, mais il va le refaire. Là, il se fait tatouer PCO. Il reste plus rien sur son corps, plus de Peut-être place. qu'il avait donné une bédame Bessieux au tatoueur, là. Peut-être que c'est ça qui a fait que le tatouage est magané un peu, là. À la Fait que là, goyave, surtout. ouais, là, 20 piastres, 20 Oui. participation. J'ai commencé à les prendre en note. Moi, j'en ai en bas de 5 parce qu'on n'a pas poussé. Mais là, c'est Ouais, le on temps. commence ça. Là, vous pouvez écrire à Jean-Frédéric Clément, qui est Oui. aussi le nom de Handsome JF, ou Voilà. vous pouvez m'écrire à moi en privé. Vous prenez votre participation. On se donne 2-3 semaines pour les vendre. On va en vendre entre 100 et 125 autour de ça. Et grâce à ça, grâce à JMT Collection et à la vente des participations pour le chandail, on va être capable d'aller confirmer qu'on sera, je l'ai déjà confirmé à notre boss Dan Rael, on sera à Détroit le 25 octobre prochain. Oui, puis les auditeurs, sachez qu'on ne fait pas ça pour avoir une paye, là, parce qu'avec ce qui nous paye Impact, TNA, puis ce que ça nous coûte, on ne fait pas aucun argent avec ça. C'est juste pour être sur place, pour décrire l'action, pour les gens qui vont commander l'événement télé à la carte. Mais sachez qu'on ne fait pas une scène avec ça. C'est vraiment pour nous aider à y aller parce que TNA Wrestling est une plus petite compagnie. Et nous, en tant que professionnels, on aime mieux être sur place pour décrire l'action, que ça soit vraiment bon pour vous qui commandez les événements. Puis nous autres, les fois qu'on le fait du sous-sol, on n'est pas des techniciens, puis ça n'a pas bien été, puis on veut garder la qualité qu'on a amenée depuis 2 ans. Mais avec GMT Collection, j'ai l'impression qu'on va être capable de faire les 3-4 prochains événements. Oui. Fait que c'est super le fun. Là, c'est Handsome et moi, on a travaillé fort pour régler ça. Là, c'est à votre tour de nous aider et d'embarquer en nous écrivant pour acheter votre participation ou vos participations. Le chandail est super beau, d'Arbor Jackeye. Alors, ça va être le fun. Dès qu'on a atteint nos objectifs, on va le faire peinturer. On va le faire tirer. On va le faire tirer live. Je pensais que tu parlais des pots de peinture qui traînent encore dans ton bureau, là. J'en ai pas dans mon bureau, c'est fini. Non, mais ils ont traîné longtemps. Je pensais que c'est ça que tu avais en tête, là. Non. Tu l'as fait rappeler par ton épouse, ça, qui traînait. Oui, surtout que c'était les siens. Hey, Marc, ça conclut le segment le plus populaire des ondes, des podcasts et des balados à travers la planète. Et là, on tombe dans le vif du sujet. Après 20 minutes d'avoir fait les nouvelles à Blondin, cette semaine, on parle de la WCW. Parle-moi de où tu es inspiré pour ce sujet cette semaine, Marc. Ah, écoute, j'ai écouté le podcast 83 Weeks. Ils en font beaucoup. Puis à un moment donné, je vois ça, Temple de la renommée de la WCW. Colin, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Alors, je me mets à écouter ça. Et c'est, pardon, Conrad Thompson et Eric Bischoff, ensemble, qui ont choisi 5 catégories. Puis là, ensemble, ils ont choisi 4 noms par catégorie. Puis ils ont commencé à en jaser. Ils ont lancé ça, leur univers d'eux autres. Là, ça ne marche pas à peu près, là, leur podcast. Là, j'ai dit, hey, ben, nous autres, si on peut faire ça, ça peut être cool. Tu sais. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on s'en va à la pause. Et après la pause, je t'explique qui on a pour voter pour ce temple de la renommée WCW, mais fictif. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du cime. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, mon cher Handsome, c'est la première fois que je fais ça. Je ne savais pas si c'était pour fonctionner. Et à part d'avoir défoncé de quelques secondes à la fin, grâce à notre ami le Casanova des pauvres, David Jouan. Non, David Jouan, le Don Juan des pauvres, Marc, c'est une rime. Mais Don Juan et Casanova, ça rime, ces deux gars qui font la même affaire, qui tripent ses filles. David Jouan, Don Juan, Marc, voyons. Ah, c'est compliqué ton affaire. Et là, c'est international ce que tu as fait, là, parce que tu as une brochette international. Est-ce qu'on a des gens d'Afrique, par contre, sur le podcast cette semaine? Non, et je ne sais pas. D'après moi, il y avait une tornade là-bas là, parce qu'on n'a pas eu de retour.
Mais qui on a sur le podcast cette semaine, Marc? Là, les auditeurs veulent savoir. Ben, une chose qui est spéciale, c'est qui on a. Mais ce qui est surtout spécial, c'est que mardi dernier, à 8 heures le matin, heure de Montréal, j'avais les 5, on était 5 en Zoom. Qui sont les 5, Marc? Qui sont les 5? Guillaume Braconnier, qui a suivi la WCW, lui, il vient de la Belgique. Pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. En plus, il est arrivé un peu en retard sur le Zoom. Donc, là, je l'avertis la prochaine fois, t'es mieux d'être à l'heure. Sinon, je te charge une amende. Alors, Guillaume, qui a suivi, lui, du temps de Le Tourneur et moi, bien sûr, mais bien avant, c'est un fan de lutte qui est très intéressé. Et la WCW fait partie de sa jeunesse. On a David Jouan de la France, comme de raison, le fameux Casanova des non, Marc, fais-moi pas choquer. OK, ben en tout cas, on a David. Oui. On a Benoît Bornet, notre ami qui est dans l'armée et qui est, en anglais, on dit station, mais il est en poste en Alberta. Oui. Alors, lui, il est à 6 heures le matin pour lui. Les deux Européens, il était 14 heures de l'après-midi. Et on avait Bertrand Hébert qui, lui, est dans le même fuseau horaire que nous, même s'il est dans la ville fantôme de Beauharnois. Mais c'est plus vrai, là. Mais dans le temps, là, tu passais par Beauharnois, passe pas là l'Halloween, tu avais peur. C'était tellement fantôme. Mais là, le gars qui plante, il est rendu qu'il plante les villes, il plante les gens. T'es tellement langue sale. Mais ça a changé parce que là, il engage le monde de M. Fun pour faire des événements. Ah, là, ils sont plus le fun. Ils sont pas mal plus le fun. Hey Marc, est-ce que tu veux mettre la table? The table is button. Alors, et ce que je suggère... Nomme les catégories là, avant qu'on aille plus loin là, pour les auditeurs. Oui, il y a 5 catégories. Là, je ne les ai pas devant moi, mais il y a behind the scenes derrière le rideau. Moi, je les ai, Marc. Veux-tu que je les dise? Oui, mais je les sais pareil, là. Vas-y. Ben oui. Tu as eu la première, bravo. Derrière le rideau, alors on va nommer 4 personnes, savoir leur influence qu'ils ont eue sur la WCW. Et du côté de 83 Weeks, le vote a été unanime. Ça a été Dusty Rhodes qui a gagné du côté du podcast américain. Et le deuxième, c'est influenceur générationnel. Et ça, c'était très intéressant aussi. C'est Ric Flair qui a gagné du côté américain. Ensuite, on a eu l'équipe Tag Team. Et ça, je ne me souviens pas qui a gagné du côté américain. Oui, c'est arrivé ex aequo entre Harlem Heat et les Steiner. Ex aequo. Et il y a la faction. La faction du côté américain à 83 Weeks, ça a été NWO. Et je vous dis tout de suite que c'est pas ça qui a été ici avec nos 5. Là, c'est pas ça qui est ressorti. Et le dernier, c'était qui? La plus grande vedette individuelle. Encore là, je pense eux, ça a été sans équivoque sur les 83 Weeks, c'était Sting. Ça a été Sting. Ah, c'était Sting. Intéressant. Alors, ce que je suggère, c'est qu'on envoie l'entrevue. On va faire les 2 premières catégories et par la suite, tu me donneras tes choix. On va retourner à l'entrevue avec les 3 dernières catégories pour terminer l'épisode. Alors, sans plus tarder, on débute cette table ronde international sur le temple de la renommée fictif de la WCW. Alors voilà, messieurs, je m'en ai dit mesdames, messieurs, mais non, il n'y en a pas. C'est une première pour le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. On devait être 5. Pour l'instant, on est 4. Mais comme l'a dit Benoît Bornet, les Belges sont toujours en retard. Alors, on attend après Guillaume Braconnier. Ce qui est intéressant, c'est voir les différents fuseaux horaires. On reconnaît David Jouan, qui, lui, est en France. Benoît est en Alberta. Bertrand, lui, est dans la ville fantôme de Beauharnois. Et bien sûr, moi, je suis à Blainville et on attend Guillaume. Mais
J'ai bien aimé cette idée de Conrad Thompson et de Eric Bischoff. Tout le monde a reçu les informations et comment est-ce qu'on dit ça? Tout honneur. C'est quoi la phrase, Bertrand? Je sais pas si ça va avec la phrase. Que... Tu sais, quand on veut laisser quelqu'un parler en premier, là, il y a une façon. Tu sais pas? On s'en fout. Alors, vu qu'il est dans l'armée, tiens, on va accueillir le Belge en retard. Yeah! Alors, on va lui donner quelques secondes. On ne le chicanera pas trop. Mais justement, on va y aller avec Benoît. Tu as vu les différentes catégories. Il y en a 5. La première est intéressante. Je vous rappelle qu'on parle de l'époque de 1988 à 2001, plus ou moins. Là. Et derrière le rideau, le fameux behind the scene de notre fictif temple de la renommée. Ted Turner, Kevin Sullivan, qu'on a perdu il y a quelques semaines. Dusty Rhodes et Zane Bresloff. Du côté des Américains, Dusty Rhodes est celui qui a gagné la palme. Et Benoît, on y va avec toi en premier. Quel serait ton choix dans ce temple fictif de la renommée WCW? En effet, Marc. Alors, pour derrière le rideau, behind the scenes, je suis obligé d'y aller avec Dusty Rhodes. Malgré que j'ai quelques petites réserves parce que Dusty Rhodes, il est allé en 88, il est parti en 89. J'ai quand même une mention honoraire pour Kevin Sullivan qui, au début des Monday Night War, avec des scénarios, on peut dire cartoon, là, le Dungeon of Doom contre Hogan, allait chercher du 4 millions de codes d'écoute. Mais pour l'ensemble, je suis obligé de dire Dusty Rhodes parce que Zane Bresloff, mettons qu'à part dire qu'à WrestleMania 3, il y avait 68 000 personnes et non 93 000, puis Ted Turner qui se faisait garocher l'argent. Là. Non, j'y vais avec Dusty Rhodes. On va demander maintenant à David Jouan, le Casanova des pauvres, qui est plus dans le noir aujourd'hui, ceux qui regardent sur YouTube, mais au lieu d'allumer les lumières, il dit c'est le contre-jour. Le contre-jour. Eh oui, c'est le contre. L'électricité coûte cher en France. Non, moi, je vais y aller avec Ted Turner, même s'il était juste là pour lâcher les billets. Je pense que des 4 qui ont été nommés, s'il n'y avait pas eu Ted Turner, je ne suis pas sûr qu'on parlerait de la WCW aujourd'hui. Alors, ça s'arrête là, tes commentaires? Tu t'es préparé pendant 2 semaines pour nous faire un 10 secondes? Ça, après, je ne te cache pas que le 4e, Zane Bresloff, je ne connaissais pas. Et je maintiens, mon choix va sur Ted Turner. C'est lui qui a officiellement déclaré la guerre à Vince McMahon, qui a mis l'argent sur la table pour mettre de la compétition et pour monter la WCW à un autre niveau. Donc, je reste sur mon choix. Le professeur Bertrand Hébert maintenant. Bert, quel serait ton choix dans cette première catégorie? Moi, je vais y aller avec le Dark Horse. Je vais y aller avec Zane Bresloff parce que sans Zane Bresloff, il n'y a pas le Monday Night War, il n'y a pas rien qui se passe parce que c'est probablement l'acquisition derrière le rideau venant de la WWF la plus importante qu'Eric Bischoff a faite parce que toute la WCW était basée dans la grande région d'Atlanta, un peu vers la Floride. On ne sortait pas vraiment de cette région-là avant que Bischoff prenne les rênes. Puis quand Nitro va arriver, là, on va faire des tournées à travers le pays. On va partir dans les Nitro Party. Et tout ça, c'est Zane Bresloff. C'est lui qui connaît les villes. C'est lui qui connaît les DJ dans chaque ville, comment faire la promotion dans chaque endroit. On le voit avec All Elite Wrestling, comment c'est difficile de faire des tournées, choisir les bonnes villes, puis faire le travail de terrain sur le terrain. Zane Bresloff, c'est le gars qui était là pour faire ça pour WCW. C'est lui qui a changé la donne quand Nitro est parti sur la route. C'est lui qui était là pour les gros stades comme à Atlanta. C'est lui qui était là pour le premier Nitro, choisir le Mall of America, etc., avec Eric Bischoff. D'ailleurs, Bischoff lui donne beaucoup de crédit dans des entrevues ou même dans ses livres. Puis je veux dire, en dehors de Pat Patterson, que Bischoff dit que c'est le gars qui aurait dû aller chercher, je pense que Zane Bresloff est l'acquisition la plus méconnue peut-être, mais la plus importante de l'histoire de la WCW parce que peu importe ce qui se passait devant la caméra,
si Zane Breslov n'est pas là pour aller dans les bonnes villes puis bâtir les foules dans chacune de ces villes-là jusqu'à temps que les codes d'écoute puis que tout ça décolle, on n'en serait peut-être pas là. Donc, je pense que c'est le unsung heroes ou le gars qui mérite qu'on s'attarde à ce qu'il a fait pour la WCW derrière la rideau. On s'attend toujours à des surprises de Bertrand, on les a eues. Guillaume, est-ce que tu es avec nous? Oui, vous m'entendez? On ne te voit pas, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que tu as de l'air ce matin. Est-ce que tu vas ouvrir ton image ou tu serais juste en audio? Alors, je peux me montrer, mais c'est parce que je suis pas. Voilà. J'aurais préféré ne pas mettre la caméra, mais si tu veux, je peux la mettre. Ben, c'est comme tu veux. On est sur YouTube très, très, très fort. Alors, on aime ça. Mais sinon, c'est correct. Garde. Mais on a été bien frappé par le visage de David Jouan. Fait que là, maintenant, tout passe par après. Et colique que t'es langue sale! Et Guillaume, tu t'es joint à nous quelques secondes de retard. Oui. Comme à peu près tout ce qui se passe en Belgique. Mais je fais ma langue sale. Mais toi, ton vote est acquis dans cette catégorie derrière le rideau, behind the scene, avec les noms qu'on t'a envoyés. Je pense que je dirais Ted Turner parce que, comme David Jouan, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai tout regardé, hein, WCW, il y a encore pas longtemps. Donc, j'ai connu même les débuts des années 90, quand je connaissais pas ce qui se passait à cette époque, j'étais curieux. Mais je suis bien obligé de mettre Ted Turner parce que sans Ted Turner, WCW ne rentre pas dans le mainstream et ne peut pas faire concurrence à WWF à l'époque. Donc, je prends Ted Turner. Bon, on a 2 votes pour Ted Turner. On a Zane qui en a un. Et on a Dusty Rhodes. Moi, j'y vais avec mes amis des Europes. David et Guillaume, moi aussi, je vais choisir Ted Turner. Ted Turner, pour moi, était un fan de lutte. Je sais que si on avait eu, exemple au Québec, pour des dirigeants de télé si ces dirigeants-là étaient des fans de lutte, on serait possiblement encore à la télé, peu importe la fédération. Alors, ça prend quelqu'un qui y croit, quelqu'un qui aime ça. J'ai décrit au début des années 90 avec le Magnifique, c'était assez... Disons qu'on était loin de ce qu'on a vu plus tard à la fin de la décennie, mais mon vote va pour Ted Turner. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, moi, je sais que tu dis ça parce que c'est lui qui signait les chèques. Exactement. On me vole ma pensée. Mais je dois vous rappeler que dans ces années-là, quand j'avais signé avec Sharon Sedalo, j'aime me revoir l'image un des premiers chèques que j'ai reçus en 97. Je m'en vais à la Banque Royale à Rosemère. Je revois comment cette banque-là était spéciale et je demande c'est combien le US aujourd'hui. Et la fille qui a dit oh, c'est pas le moment d'acheter du US, monsieur. Je dis parfait, moi je vends. Alors, on a fait le tour de la première de 5 catégories. La deuxième catégorie spéciale, influenceur générationnel. Et les mots, on sait qu'influenceurs, en tout cas ici au Québec, il y en a qui se font varloper pas à peu près, mais c'est quand même lourd, influenceur générationnel. Et cette fois-ci, j'ai le goût de commencer avec le professeur Bertrand Hébert, avec les noms qu'on a. Donc, on a Simmons, Mysterio, Flair et Booker T. Ça va être le fun de vous entendre. Je pense que Ric Flair est le choix parce que Ric Flair, tu ne peux pas être plus WCW que Ric Flair. Puis deuxièmement, Ric Flair, son influence va au-delà. Il n'y a pratiquement pas de lutteurs qui ont eu du succès depuis les 25-30 dernières années qui ne vont pas nommer Ric Flair comme une influence. Mais Ric Flair, son influence va dans le hip-hop, va dans la musique, va dans les joueurs de football, les sportifs. Ric Flair a fait à un certain moment la tournée des équipes sportives pour faire des speeches de motivation parce que les gens s'amusaient à faire le strut sur le bord de la ligne de toucher
ou de faire des woos. Je pense qu'il ne doit pas avoir une arena de sport où il n'y a pas des woos aujourd'hui. Tout ça vient de Ric Flair. Donc, Ric Flair, son influence va au-delà même de la lutte. Et tu ne peux pas avoir plus WCW que Ric Flair ou presque. Guillaume, de ton côté? Je pense que je choisirais Ric Flair, moi qui ai commencé un marathon dès 1977. Et j'ai pu découvrir ce qu'il faisait dans les territoires. Donc, chez Jim Crockett, promotion chez WCW, chez WWF, début des années 90. Donc, je pense que quand on voit un MJF aujourd'hui, je pense qu'on voit Ric Flair 30 ans après, quoi. Donc, l'influence est énorme. Donc, je choisirais Ric Flair. David, de ton côté? Alors, on va pas être bien original, hein. Ric Flair, effectivement, c'était celui qui vivait la gimmick également en dehors du ring, qui a inspiré toute une génération de lutteurs. Alors, on ne le savait pas forcément à l'époque quand on regardait, mais on a vu à travers les différents témoignages dans le temps, voilà, il a inspiré plusieurs lutteurs. Il a transcendé le catch au-delà des frontières de notre petit monde, donc Ric Flair. En Alberta, Benoît Bornet, il pense quoi aujourd'hui? Ben, je vais y aller avec la famille. Je suis obligé de dire Ric Flair, moi aussi, même si je pensais déjà à Ric Flair avant le début du podcast. Pourquoi? Parce que Ric Flair, ben, c'est Monsieur WCW. Malgré son année et demie qui est allé avec la WWF en 91-92, c'est Monsieur WCW. Même petite anecdote à l'époque, la foule criait We want Flair quand c'était Hogan sur le ring. Ça a toujours été We want Flair. WCW, Ric Flair, indissociable. C'est pour ça que c'est mon choix pour le temps de la renommée. Bert, tu l'as dit, toi. Oui, j'ai fait commencer. Donc visiblement, le choix n'était pas bon, donc choisis quelqu'un d'autre. Donc, à date, les quatre ont choisi Ric Flair. Moi aussi, je me joins à vous, messieurs, pour toutes les raisons. Et tantôt, je ne sais pas lequel des deux, je pense que c'est David qui parlait de gimmick, lequel des quatre plutôt. Lui, il amenait ça vraiment avec lui, là. Sa gimmick, là. Parlez-en à ses ex-épouses, parlez-en aux nombreux parties qu'il y a eu. Sa gimmick, et je sais pas, même comme ils ont parlé sur le podcast 83 Weeks, probablement qu'aujourd'hui, il est encore aussi populaire, sinon plus, et sa gimmick est encore très vivante. On l'a vu sur sur le bord des terrains de football américain récemment. Fait que oui. Et si je regarde, et là, je vais m'adresser à Bertrand, si je regarde les autres nominés dans cette catégorie, je pense que Rey Mysterio, ils l'ont placé là à cause de tout le bagage et du côté mexicain, du côté latino. Simmons et Booker T, eux, ben, ils ont quand même du côté d'amener ces personnes de couleur là, je parle de ça comme un raciste, là, mais on revient des décennies. Hein? T'es en plein dedans. Je veux dire, Rey Mysterio est là parce qu'effectivement, il a influencé un paquet de gens à divers niveaux, mais principalement au niveau de la grosseur et du style de lutte. Il a amené un nouveau style, puis il a amené la possibilité que quelqu'un de cette grosseur-là puisse compétitionner avec Big Show, par exemple. Donc ça l'a dit à un paquet de gens, ben oui, même si t'es pas aussi gros que Hulk Hogan, tu peux faire ce sport-là. Puis c'est sûr qu'il y a toute l'influence de la lucha libre dans le style, puis dans la vitesse des combats. Puis c'est sûr que Ron Simmons et Booker T, ben, c'est un peu le même message, c'est-à-dire que longtemps, les champions étaient seulement caucasiens et les Africains-Américains, comme ils aiment dire aux États-Unis, étaient souvent des joueurs de second ordre, tandis que Booker T est devenu une grosse vedette, était champion du monde à multiples reprises. Ron Simmons, c'était le premier à devenir champion du monde dans tout ça. Donc, ils ont eu une influence générationnelle à long terme sur tous les gens qu'on voit aujourd'hui qui font ce sport-là. Mais quand on parle de au-delà de tout ça, c'est là que Ric Flair vient battre tout le monde parce que, je veux dire, c'est un des plus gros noms de l'histoire de la lutte, point, qui dépasse les frontières là, de notre bulle lutte. Là.
Donc, je on pense que était... Oui, vas-y. Je disais, je pense qu'il a raison de parler plutôt de la taille de Rey Mysterio plutôt que du côté mexicain. Parce que pour tout ce qui est hispanique, je pense que Conan a eu une influence plus importante que Rey Mysterio sur cette communauté-là. OK, tu as bien fait d'ajouter ça. À la Carte Sport, fier partenaire du Sim et le Simmania, surveillez nos événements pour gagner votre table VIP pour voir le retour des bonhommes 7 heures à Simmania 7. Ansem, tu as vu où ça allait avec les 4 invités que j'avais? Toi, oui. derrière la scène, ton vote irait à qui? Pour ne pas copier David Jouan, le Don Juan des pauvres, je vais y aller avec Ted Turner. Parce que sans Ted Turner, tu me copies on n'a aussi? pas de lutteur qui quitte la WWF pour s'en venir à la WCW. Et c'est là, quand Hogan est arrivé, tout le monde a suivi. C'est là que WCW a quitté. Eric Bischoff l'a dit souvent, c'était comme une fédération du sud des États-Unis avec des accents du sud des États-Unis. Bischoff n'avait pas cette vision-là, voulait briser cette lutte de campagne-là, si je peux l'appeler ainsi. Et quand Ted Turner est arrivé, a acheté des gros noms. C'est là que WCW a pu se rapprocher et même éventuellement battre WWE à ce moment-là. La deuxième catégorie qui était l'influenceur générationnel. Pour moi, c'est sans équivoque, c'est Ric Flair. Passe à travers les époques. Il n'y a pas de différence entre l'homme et le personnage. Non, Ric Flair, il vit son personnage. Living the gimmick, comme on dit. Il est rendu pas mal plus âgé, puis il est encore sur le party, des femmes autour de lui. Mais ce qui fait qu'il perdure dans le temps, c'est son fameux « wouh ». Tu as des équipes professionnelles en ce moment qui le font venir faire des speeches. Les athlètes professionnels crient son « wouh », son fameux catchphrase. Limousine riding, jet flying, son of a gun, ça perdure dans la culture américaine et à travers le monde. Donc, sans équivoque, c'est Ric Flair qui va mourir en étant le Nature Boy Ric Flair. Allons retrouver nos invités pour la deuxième partie et les 3 dernières catégories de ce temple de la renommée fictif de la World Championship Wrestling. Les équipes, maintenant, j'ai hâte de voir si on sera tous sur le même diapason. Les Steiners, Harlem Heat, Outsiders et Road Warriors. Et je vais commencer par Guillaume cette fois-ci. Sans hésitation, les Steiner Brothers, même si les Road Warriors sont pas trop loin derrière. Pourquoi les Steiner Brothers? Déjà parce que je trouve que les années 90, le catch par équipe, c'était bien sans plus selon moi. Et les Steiner Brothers, ce qu'ils ont fait au Japon, ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'était innovateur, quoi. Je veux dire, les Frankensteiner de la troisième corde, des DDT de la troisième corde, que des mouvements du Japon vraiment Steve, vraiment innovateur. Moi, j'ai été impressionné et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, même avec le catch actuel, ça reste dans mon top 5 de mes équipes préférées. Benoît, de ton côté? J'y vais aussi avec les Steiner Brothers. Quand on parle d'équipe de la WCW, on parle toujours des Steiner Brothers en premier. Harlem Heat ont eu plus de règne, mais ils n'ont pas eu l'impact des Steiner Brothers. Les Outsiders ont eu... Oui, on a tous aimé les Outsiders, mais sans rien enlever à la gimmick, sans le NWO en arrière, est-ce que les Outsiders auraient eu la même influence? On ne le saura jamais. Et puis pour ce qui est des Road Warriors, ils ont été bons, mais moi, je les mets plus au niveau global, pas juste WCW. Alors, mon choix va avec les Steiner Brothers. Ça, c'est indiscutable. Monsieur le professeur, maintenant, place à vous devant votre tableau. Écoute, je vais aller contre la famille par pur pour être différent, mais aussi parce que je pense que les Road Warriors ont influencé justement au-delà de la WCW. Ils ont été tellement bons que justement, ils ont été volés, ils sont revenus, sont partis, etc. S'il n'y aurait pas eu la blessure d'Animal, je pense que tout aurait pu être différent, même dans leur cas. Parce que même à l'époque où Animal était blessé, Hawk était quand même avec la WCW. C'était une des plus grandes attractions de l'histoire de la lutte. Ils ont influencé au-delà, je veux dire, la WWF a même fait sa copie avec Demolition.
Et il y a eu les Powers of Pain, et après ça, on n'arrête pas là, jusqu'à ce jour, les Ultimate Warriors, les Sting, tout ça vient des Road Warriors. Selon moi, et en plus, il y a la partie que moi j'aime bien, c'est que c'est une gimmick ou c'est quelque chose qui a traversé de Jim Crockett Promotion jusqu'au rachat de la WCW. Là. Donc, et tout ce qu'ils ont fait dans la WCW a généralement été beaucoup mieux réussi et avec beaucoup plus d'impact avec la WWF, qui était toujours un petit peu mi-figue, mi-raisin parce que c'était pas leur création. David, j'ai hâte de t'entendre, mon cher ami. Non, quand on voit les quatre équipes, pour moi, il y en a deux forcément qui sortent du lot, hein, qui sont les Steiner et les Road Warriors. C'est des équipes qui ont été champions à une époque. Alors, je vais dire où les titres valaient quelque chose, avaient une valeur, et c'était pas n'importe qui était champion par équipe. À l'époque, des outsiders, mais surtout des Harley Heat après. Les ceintures passaient de main en main, on avait un peu de difficulté à suivre. Si je faisais un global, je rejoindrais Bertrand en disant les Road Warriors, mais si je dois me cantonner à la WCW, j'y vais y aller avec les Steiner. Tu l'as bien dit, de rester avec la WCW. Moi aussi, je vais avec les Steiners. Deux frères. Et c'est tellement frappant la différence de personnage. Scott Steiner avec les Steiners dans les années 90 et qu'on a retrouvé plus tard. On dirait que c'est deux personnes complètement différentes. Deux frères, le fameux casque de lutteur amateur. Pour moi, les Steiners, c'est l'image vraiment, vraiment de la WCW. Alors, ils ont mon vote pour ce fictif temple de la renommée. Tu as déjà ton chandail de graphier, mais tu veux qu'il soit bien en vue? JMT Collection t'offre un service d'encadrement unique qui donnera une valeur accentuée à ton chandail et un look absolument exceptionnel. JMT Collection, le choix du cime. Soyez-y, mesdames, messieurs. Maintenant, là, j'ai hâte de voir la prochaine catégorie. Écoute, c'est la faction. Je ne sais pas si on sera tous d'accord, mais on va commencer par David. Dans les factions, on a nommé les Four Horsemen, la NWO, Dangerous Alliance et The Flock. Vas-y, mon David. Moi, je vais le dire à la française, mon vote va aux Chevaliers de l'Apocalypse. Les Four Horsemen, parce que voilà, c'est un groupe qui a eu une multitude de membres, un peu comme la NWO, mais qui a traversé l'histoire de la WCW et qui est resté un groupe pour moi fort, alors que la NWO, même si elle a révolutionné, si elle a rendu la WCW un cran au-dessus, pour moi, c'est aussi un peu elle qui l'a tué. Donc, je vais y aller avec les Four Horsemen. Benoît, mon cher ami de l'Ouest canadien. Moi aussi, c'est les Four Horsemen. Et bien au-delà, les Four Horsemen avant tous les autres groupes, parce que sans les Four Horsemen, tu n'as pas de D-Generation X, tu n'as pas d'NWO, tu n'as pas de Dangerous Alliance, tu n'as pas d'Evolution, tu n'as absolument rien. C'était le groupe, c'est eux autres qui ont commencé ça, on peut dire les stables, les factions. Comme je viens de répéter, sans eux autres, les autres factions, ça n'aurait jamais existé, probablement. Et puis, ils ont traversé des époques, ils ont eu différents membres, mais ils sont toujours restés forts, contrairement à la NWO, où malheureusement, en tout cas, les dernières versions, là, non, ça valait pas cher la livre. Fait que c'est pour ça que mon vote va avec les Four Horsemen. Tu connais-tu ça, toi, David, l'expression « ça vaut pas cher la livre » ? Oui. Ouais, les livres sterling, c'est plus près de chez nous. Hein, Bon, vu comme ça. Bertrand? Écoute, il n'y a pas d'autre façon que d'y aller avec les Four Horsemen pour la WCW. Toutes les raisons déjà nommées jusque-là. Parce que c'est comme Ric Flair, c'est indissociable. Mais c'est aussi une faction qui a marqué diverses époques avec différents membres, toujours avec souvent Ric Flair à la tête, bien sûr. De là, comment on ne peut pas les dissocier de la WCW et de Ric Flair. Et c'est le template que tout le monde a utilisé à ce jour. Ce que font la Bloodline aujourd'hui vient de là. C'est le template.
C'est les premiers cool. Avant que la NWO soit cool, les Horsemen étaient cool avec leur Rolex, leur suit, leurs souliers en alligator, les 14 000 fans, et ils vivaient eux aussi leur gimmick. Donc, des allers-retours à Las Vegas, des penthouses, des parties, je veux dire, ça fait partie de beaucoup de tout le glamour ou toute la nostalgie qui tourne autour des Horsemen. C'est que on sait qu'ils vivaient vraiment ça. Et leur booking jusqu'à temps qu'ils aient à se confronter avec la NWO puis le pouvoir derrière le rideau de Hulk Hogan a toujours été une pierre angulaire de tout ce qui se passait à la WCW. Là. Donc, je veux dire, je pense qu'on peut c'est un incontournable. Mon ami Guillaume, à toi. Je pense que je vais être pareil. Les Horsemen, tout simplement parce que je trouve, selon moi, c'est un clan qu'on oublie beaucoup. En tout cas, moi en France, en Belgique, on n'en parle pas tant que ça. Tout simplement parce que, ben oui, je trouve qu'ils ont une. Je veux dire, on n'aurait pas DX, on n'aurait pas les grands clans qu'on a aujourd'hui, le Shield, tout ça. Parce que c'était quatre mecs qui venaient, ils étaient bling bling, ils avaient la classe et. Enfin, voilà, quoi. C'était un peu les méchants qu'on aimait adorer, quoi. Ils étaient tellement charismatiques et bons dans le ring que, moi, en tout cas, je les adore. Donc, les forces. Très, très surpris de vos choix que je respecte, mais moi, je n'ai pas le choix d'aller avec la NWO. Encore aujourd'hui, tu vois des chandails de la NWO. Je suis d'accord avec Benoît, cependant, qu'à un moment donné, ça a été dilué, puis il y a le côté, mais ça a tellement révolutionné, ça a tellement changé, ça l'a amené le Monday Night Wars, ça l'a amené, tu sais, un des plus gros heel turn de l'histoire de la lutte. Alors, de mon côté, j'y vais avec la NWO. Il nous reste. Je veux juste te dire une chose vite là-dessus, Marc, c'est que la NWO, justement, les gens se souviennent de la formation de la NWO, se souviennent de la version originale du trio. C'est là-dessus que leur focus est, c'est pour ça qu'ils portent le T-shirt, tandis que les Four Horsemen, on va se souvenir de diverses époques ou de diverses versions des Horsemen avec tout autant de candeur et de fraîcheur d'une version à l'autre. Je pense que c'est là qu'est la différence. Et là, je pense que Guillaume me rejoindra, nous qui l'avons découvert avec toi, Marc et Michel Le Tourneur. Les Four Horsemen, à l'époque, on avait cette sensation aussi, c'était un honneur pour un lutteur de faire partie de cette faction. Oui. C'était une reconnaissance. La NWO, j'ai envie de dire, tout le monde y a fait partie. C'est ça. Ben, je suis content que vous respectiez mon choix. Voilà. Bah, c'était pour t'expliquer que tu avais tort. Hein, en fait. Non, on voulait juste expliquer ton choix. Simmania 7, le retour des bonhommes 7 heures. Vendredi, le 1er novembre, à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. 7 combats, dont un match de cercueil et un événement spécial. Handsome GF se fera-t-il donner la leçon par Santino Marella? Table VIP disponible. Et maintenant, catégorie plus grande star individuelle. Hogan, Flair, Sting, Goldberg. Et ça ouais, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. On va commencer par Guillaume. Même si ça fait du mal de l'admettre que j'aime vraiment pas le mec, sachant que, comme je te l'ai dit, hein, grâce au network, j'ai pu tout regarder des années 80, 90 et début 2000. Bah, je pense que c'est Hulk Hogan, je veux dire, même si pour moi c'est une grosse fraude parce que j'aime vraiment pas le mec. Moi, je suis quelqu'un qui adore les gros matchs de lutte. Donc, après, c'est le catch américain, je sais, mais j'ai toujours eu du mal. En plus, le mec est apolitique, le mec, j'ai appris pas mal de trucs hein, par rapport à Jesse Ventura et l'Union, etc. Benoît va te répondre. J'ai du mal avec Hulk Hogan. Le plus grand fan de Hulk Hogan au monde, Benoît, vas-y. J'enlèverais 2 noms sur ta liste qui sont des fraudes pour moi. Hulk Hogan puis Gobert, ça n'a pas d'affaire sur ta liste. Goldberg. Gobert, c'était juste un personnage qui ne savait pas lutter. Hogan, c'est un politicien. Je lui donne ce qu'il a fait avec la E. Ma WCW, c'est Monsieur Politique, Monsieur Contrôle. Oublie ça. Fait que moi, mon choix, puis ça va surprendre, mais mon choix, c'est Ric Flair. Ric Flair, Sting a été bon, a été excellent, mais je suis assez honnête de dire que Ric Flair, il dépasse tout le monde dans cette liste-là. Et de loin, il dépasse Sting.
Mais Hogan puis Goldberg dans cette liste-là, non, moi, je suis pas d'accord. David, il faut dire en passant aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, cette liste-là, on l'a pris des finalistes choisis par les gens de 83 Weeks with Eric Bischoff, c'est-à-dire entre autres Conrad et Eric qui sont arrivés à ces finalistes-là. David? Oui, bah là, c'est vrai que le choix est compliqué, mais il se joue pour moi entre deux, effectivement, entre Ric Flair et Sting. D'accord. Et moi, je vais y aller avec Sting parce que j'avais nommé Ric Flair sur la partie influenceur et que Sting, c'est celui qui a été fidèle du début à la fin à la WCW. Alors, même si il n'a pas eu l'écho, on va dire, qu'a pu avoir Sting à la Ric Flair à la WCW, je vais quand même y aller avec lui pour la fidélité sans nom de Sting. Et maintenant, le professeur Burt. Ben, moi, je suis aussi partisan de Sting, puisqu'on avait déjà en plus nommé Flair dans une catégorie. Selon moi, Sting, c'est Monsieur WCW après Ric Flair, là. C'est le gars qui ont bâti de A à Z, qui est devenu une superstar. Le booking derrière le rideau, l'influence de Hulk Hogan a nui à sa progression, puis où on aurait pu aller avec Sting, c'est certain. Bon, Sting avait des problèmes personnels aussi à cette époque-là. Le timing de tout ça est peut-être mauvais pour lui. Par contre, aujourd'hui, peu de gens réussiraient à dissocier Sting de la WCW, malgré sa mini-participation à la WWE. Il a un peu aussi cultivé cette image-là là, du gars qui n'était pas un WWE guy avec ses années à TNA, puis les années qu'il a faites avec All Elite Wrestling. Donc, je pense que la vedette que la WCW a créée, qui est vraiment au-delà, là, parce que j'élimine Goldberg aussi par la force des choses, qui est une création du booking, et non pas de sa lutte. Jusqu'à ce jour, Bill a toujours de la misère à être un bon lutteur, puis à comprendre la game. Donc, à partir de là, Sting, c'est notre homme. Il y a deux noms qu'on ne pourra jamais dissocier de la WCW, puis c'est Ric Flair puis Sting. Donc, je pense qu'avec un ou l'autre, on ne se trompe pas. Messieurs, je suis en désaccord avec Guillaume à 100 000 à l'heure. Pour moi, Hogan, c'est pas WCW, même s'il y a eu ce fameux, ce push incroyable avec ce heel turn-là. Je revois encore Gene Okerlund qui se cache un peu parce que tout le monde lance plein de choses dans le ring. Je suis d'accord avec David et Benoît et aussi Bertrand pour le fait que Goldberg, je pense que dans ce groupe-là, ça prenait un quatrième nom. Et il a été mis là en se disant que, ben oui, il ne sera pas dans un top 2. En effet, Sting et Ric Flair, c'est des messieurs WCW. Les deux. Moi, tout le temps que j'étais à la WCW, je voyais les deux presque sur le même palier. Mais je vais choisir Sting. Un peu comme David le dit, il a été là jusqu'à la fin. Grâce à Scott Hall, on le sait, ce personnage qui a été renouvelé et qui a été si populaire dans mon bureau. J'ai deux, trois figurines de Sting. Une qui est le Surfer Sting qui passait très bien dans les années 80-90 au début et qu'après le fluo, c'était pas mal fini et qui est devenu l'autre Sting. Alors, c'est mon vote. Ben, ça a été assez intéressant, messieurs. C'est une première d'avoir 5 personnes en même temps sur le sim. Avant de terminer, il nous reste quelques minutes. Guillaume, comment tu as apprécié, même si on t'a pas vu le faciès? C'est-à-dire que ça faisait longtemps que je voulais passer dans ton podcast. Et c'est-à-dire que moi, je suis très content. WCW, c'est une compagnie, même si elle a connu une fin atroce, j'ai quand même connu des grands moments.
Mais sinon, toujours un plaisir de partager avec des gens qui ont la même passion que moi. Benoît qui porte son peignoir, sa robe de chambre en hommage à notre première entrevue qu'on a fait. Benoît, tu as aimé l'expérience? C'était le fun? Oui, j'ai adoré l'expérience et j'ai été surpris parce qu'il n'y a personne qui a coupé personne. Je veux dire, ça, j'ai adoré. Puis s'il y a d'autres sujets, ben, je suis volontaire pour participer. Bert, tu es un régulier avec nous. Ça a été super intéressant. J'étais content que tu joins à Benoît et à Guillaume, qui ne sont pas des réguliers, mais je savais que c'était pour amener de bonnes discussions. Je te remercie encore une fois, mon cher professeur. Toujours un plaisir. C'est intéressant de retourner sur des sujets comme ça sous une autre perspective que l'actualité ou l'histoire complète. Avec des opinions puis des sujets à savoir. Parce que la WCW représente quand même une belle époque, peu importe, parce que c'était l'alternative et que justement l'alternative a réussi aussi durant 83 Weeks pour donner tout le crédit ou les fleurs à l'idée d'origine, à battre dans les ratings puis à devenir populaire puis d'affaire. On est soudainement passé qu'à la télévision, on mentionnait que c'était comme à la lutte de la WCW plutôt qu'à la lutte comme à la WWE. Donc, ils ont atteint ce niveau-là à un certain moment donné où, quand on parlait de lutte, on parlait aussi de WCW, pas juste de Vince McMahon et sa WWE. Mais, merci Bertrand. Mot de la fin, David? Eh ben, ça a été un plaisir et j'en profite pour donner un petit truc. Là, quand je fais les montages, j'ai des raccourcis pour les fonds d'écran qu'il y a derrière quand vous parlez avec Hansom. Et depuis quelques temps, j'ai la template avec le nom de Bertrand Hébert qui arrive en numéro 2 parce que c'est maintenant plus qu'un habitué du podcast. Et j'en profite, c'est la première fois qu'on est face à face, de le remercier pour tout ce qu'il apporte aussi sur le côté historique lors des épisodes. C'est toujours très intéressant. Il apporte toujours des anecdotes. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? Hansom, il reste 3. J'aime ça quand tu me dis bravo. Je sais que c'était bien fait. Bravo, Marc. Il reste 3 catégories. Oui. Du côté de l'équipe Tag Team, ton choix irait avec qui? J'ai eu de la misère parce que c'est 4 équipes extraordinaires, les Steiners, Iron Meat, les Outsiders et Road Warrior. Mais pour ce qui est de WCW, moi, ce qui m'identifie, l'équipe WCW, c'est Harlem Heat. 10 fois champion par équipe à WCW. Quand j'ai commencé à écouter la WCW, oui, je l'ai écouté avec toi à RDS, mais ça jouait sur CTV-12, sur le poste 12. C'était enregistré à Orlando et le ring. CFCF-12. Et le ring tournait. C'était enregistré dans les studios à Orlando. Et c'était mes premiers contacts avec WCW. Et je me rappelle encore de Harlem Heat. Et j'ai adoré cette équipe-là. Sensational Sherry, qui était devenu leur manager. C'était des gros bonhommes. L'agilité de Booker T a fait qu'il y a eu la carrière qu'il y a eu aujourd'hui. Mais pour moi, là, WCW, l'équipe, c'est vraiment Harlem Heat. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. On le avec nos invités. La faction. Et là aussi, j'étais déchiré parce que c'est sûr que c'est NWO. C'est sûr que tout part de Hogan qui devient méchant, l'arrivée de Scott Hall, Kevin Nash. Peut-être pour toi, mais nos invités sont allés vers les Horsemen beaucoup. Ben, moi aussi, j'ai adoré, avant même que NWO arrive, j'ai adoré la faction des Horsemen. C'était la faction élite de WCW. Ça l'a mis au monde des lutteurs qui ont joué cette faction-là. Chris Benoit l'a joint, Brian Pillman l'a joint, même quand il a fait l'angle avec Steve. Ou quand ils ont fait l'angle avec Steve McMichael, qui s'était tourné contre Kevin Green, qui était 2 joueurs de football, s'était joint aux Horsemen. Mais la force de NWO et l'influence que ça a eu sur le reste de tout ce qui est histoire dans la lutte. Parce que NWO, ce que Rick Bischoff voulait faire, c'est se rapprocher le plus possible de la réalité. Pendant que WWF avait des personnages cartoons, WCW lui appelait Kevin Nash et Scott Hall. Et encore aujourd'hui, quand je fais des entrevues sur la lutte, quand j'ai fait la centrale du sport avec Pat Laprade cet été, quand une promo se rapproche de la réalité, c'est ça que les gens veulent, c'est ça qui est bon. Et dans l'autre catégorie,
C'est la dernière qui reste, celle du meilleur lutteur individuel qui représente la WCW. Mais tu sais, le dernier match qui a eu lieu à WCW Nitro, c'était entre Ric Flair et Sting. Et Sting, c'était Monsieur WCW. Son personnage de surfer avec les cheveux blonds et avec son repackaging qui l'a emmené plus loin avec son personnage de Crow. Et pour la petite histoire, c'est Scott Hall qui était, quand il est arrivé à WCW. On en a parlé. Si tu avais écouté, tu l'avais entendu. Ben, c'est ça, c'est qu'il a réinventé son personnage et ça a fait que Sting, c'est Monsieur WCW, sans l'ombre d'un doute. Ouais, c'est moi dire, lui et Ric Flair, là, c'est. Ouais, mais c'est proche. Ah oui, mais il faut que tu choisisses. C'est ça, exactement. Donc, j'y vais avec Sting parce que c'est Monsieur WCW. Il l'a toujours été, il va toujours l'être. Et même quand il est venu affronter Triple H dans WrestleMania où tu étais. Oui. C'était WrestleMania 31, oui, à San Francisco. J'ai mes billets devant moi. Avec le soleil qui plombait, mais c'était WCW contre WWE. C'était Sting qui représentait WCW. Alors, c'était spécial. Je suis content d'avoir eu l'idée d'Eric Bischoff et Conrad Thompson. Et la table ronde internationale, super intéressant, Marc. Oui, puis écoute, je me pinçais. C'est sûr que s'il va arriver de quoi, ça ne marchera pas, mais ça a fonctionné. Fait qu'on est vraiment international, mon Hanson. Wow! Hey, ça conclut, Marc, ce podcast très, 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 très chargé, mais très intéressant. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Comme tu sais, j'avais commencé l'épisode sur les commissions athlétiques. Fait 2 mois, tu m'en parles. Oui, je sais, mais j'ai pas... Des circonstances en dehors de notre contrôle. C'est ça. Donc, l'épisode aura lieu la semaine prochaine. Louis Laurence, le fermier. Oui, qui a travaillé dans l'office, comme il aime le dire, et qui était arbitre pour la commission athlétique, en plus d'être lutteur, va être un de nos invités avec Bertrand Hébert et peut-être Gino Brito que je relance dans les prochaines minutes, mon cher. Wow, ça sera fort intéressant. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? En espérant que tu seras moins... tu parleras moins du nez. Je le souhaite. Ouais. Ben, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.